BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité, un invité exceptionnel ce soir puisque c'est le ministre de l'économie et des finances qui est avec nous. Bonsoir Éric Lombard. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être là, beaucoup d'actualités, beaucoup de questions à vous poser. Rarement on a connu autant de convergence, on veut dire pas de mauvaises nouvelles forcément, enfin en tous les cas de nouvelles difficiles ou de mauvaises nouvelles. Je vois que vous assumez. Vous sortez à l'instant d'être auditionné par le Sénat sur les aides aux entreprises. On voit que c'est aussi un sujet qui est largement sur la table, contesté. Est-ce qu'il faut les alléger, les supprimer? Est-ce qu'il faut les évaluer, ou en tous les cas mieux les évaluer? On va parler budget, on va parler du retour de la TVA sociale. Mais je voudrais qu'on commence d'abord par Sanofi. Sanofi qui a fait cette annonce qu'il allait investir au moins 20 milliards de dollars, je cite, aux États-Unis d'ici 2030, qui seront consacrés avec une augmentation significative de la recherche notamment. Est-ce que, à la veille de Choose France, qui est comme un événement important pour vous, pour la France, pour le président de la République, est-ce que cette annonce, elle tombe quand même très mal? Parce que on sait bien que les aides sont contestées, les aides faites aux entreprises. Il y en a qui ont beaucoup qui ont été faites à Sanofi. Ils annoncent ça, là, 20 milliards, non pas en France, mais aux États-Unis. Emmanuel Macron nous avait dit attention, il avait deux entreprises, attention, il ne faut pas céder aux sirènes américaines. Vous avez parlé de patriotisme économique. Là, ça n'existe plus. Bon, c'est clair que c'est un moment désagréable et une annonce désagréable. Moi, je préfère retenir aujourd'hui l'annonce du rapport d'EY qui, pour la 5e année consécutive, oui, bien sûr. Non. met la France en tête d'attractivité. On va y revenir, mais sur Sanofi. Que Sanofi s'appuie sur l'attractivité française. Alors, je rappelle, pour ne pas les accabler non plus, c'est qu'ils font 30% de leur production sur le territoire français, avec de nombreuses usines, des investissements. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais que Sanofi continue à investir en France. D'ailleurs, je crois que c'est leur projet. Mais là, l'ampleur des investissements aux États-Unis, c'est clair que c'est un mauvais signal à un moment où nous considérons et nous sommes convaincus que, en fait, l'Europe et la France, c'est l'endroit où il faut investir parce que nous offrons de la stabilité fiscale, de la stabilité de l'instabilité fiscale, et un très vous voulez grand dire. marché. Si vous regardez les charges des entreprises et l'impôt des entreprises en France, il a baissé depuis ces dernières années, les charges ont baissé. Les prélèvements obligatoires en France, on oublie trop souvent cela, sont revenus au niveau où ils étaient en 2012. Donc ils ont baissé ces dernières années. Donc effectivement, j'aurais préféré que Sanofi prenne une autre décision et annonce une autre décision. Mais vous verrez toutes les entreprises qui viennent à Choose France, les entreprises qui choisissent la France, les pays qui choisissent la France. J'étais aux Émirats Arabes Unis il y a 15 jours, qui s'était engagé au moment du sommet sur l'intelligence artificielle qui a été préparé et présidé par le président de la République et qui continue à investir en France et qui continue à nous faire confiance. Et ce qui inquiète notamment sur cette décision, vous avez dit donc effectivement ouverture d'une usine ici, mais cela dit à la vente de Doliprane, mais c'est que la recherche, elle sera presque exclusivement américaine. C'est ce qui est dénoncé notamment évidemment par la CGT. Mais c'est vrai qu'il y a une délocalisation de la recherche, notamment de Sanofi, qui est inquiétante. Il y a des nouvelles opérations de recherche qui vont se développer aux États-Unis. Et encore une fois, je le regrette, c'est une mauvaise manière. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'une part importante de la recherche de Sanofi se fait en France, et ça, c'est maintenu. Ce n'est pas au détriment de la France, c'est des investissements supplémentaires. Et moi, j'espère que Sanofi va encore une fois continuer à investir en France dans la recherche. Mais ça, je pense que c'est déjà prévu, j'en suis même certain. Et puis, investir à l'avenir pour de nouvelles capacités de production. On reviendra plus largement ensuite sur la question des aides aux entreprises, mais est-ce que justement, là, vous ne dites pas, à l'occasion de Sanofi, qui bénéficie d'aides, qui bénéficie notamment de ce fameux crédit impôt recherche, que là, maintenant, il va falloir quand même regarder de près qu'est-ce qu'ils font précisément en France pour bénéficier de ces aides? Alors, j'ai précisément regardé cela parce que je viens d'être auditionné par le Sénat sur le question, une commission d'enquête parlementaire, et ce sont ces aides qui ont été attribuées à Sanofi qui ont permis d'avoir ces équipes de recherche en France et ces capacités de production en France. Mais de les maintenir, est-ce qu'ils vont les maintenir? Je ne
crois pas, je n'ai pas entendu de Sanofi l'idée ni de fermer des usines. Il y a effectivement des unités de production dans le cadre d'une stratégie qu'on connaît depuis longtemps qui vont être cédées, mais la capacité de production restera en France. Et donc, la capacité installée de Sanofi en France n'est pas mise en danger. D'après ce que je comprends, j'ai vu le directeur général de Sanofi récemment, c'est ce qu'il m'a confirmé. Paul Hudson, d'accord. Mais vous ne pouvez pas exiger quelque chose, c'est quelque chose de presque plus général, c'est-à-dire que si vous bénéficiez d'une aide, vous devez prendre des engagements au moins sur une certaine période. La conditionnalité des aides, c'est que les aides à la recherche servent à financer de la recherche. C'est tout. C'est tout. Et si on réduit la liberté des entreprises d'opérer comme elles opèrent dans les autres pays à économie développée, eh bien simplement, ils ne viendront plus chez nous. Donc moi, je préfère que les entreprises restent en France, non pas parce qu'on les obligera à rester, mais parce que nous sommes une terre attractive, une terre compétitive, une terre où il y a des talents, ce qui est le cas. Et encore une fois, Choose France montrera qu'il y a beaucoup d'entreprises et de groupes qui investissent en France, et c'est ça que je veux regarder. Oui. En même temps, le Crédit Impôt Recherche, puisque vous avez détaillé les aides, là, à l'instant, vous avez donné des chiffres intéressants. Du reste, vous avez recadré en disant c'est 150 milliards d'aides aux entreprises, parce qu'il y avait les chiffres, on disait c'était 200 milliards, voire plus. C'est 150 milliards tout compris, hein, c'est ça les aides aux entreprises. 150 milliards avec les aides dites fiscales, les allègements de charges, le crédit impôt recherche. 8 milliards. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces aides fondamentalement? Parce que nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus concurrentielle et où les grandes économies sont beaucoup plus nombreuses qu'il y a encore 20 ans. La Chine est devenue la première ou la deuxième économie mondiale, mais beaucoup d'économies asiatiques sont extrêmement puissantes. Les États-Unis veulent se réindustrialiser et donc si on veut tenir notre rang dans la compétition mondiale, avoir des usines, avoir des entreprises, créer des emplois, nous avons créé 170 000 emplois industriels ces dernières années, eh bien il faut aussi qu'on ait les mêmes outils dont disposent les Américains, les Allemands qui en plus vont investir encore plus dans les années qui viennent, les Chinois et autres. Ça, on va revenir sur les 500 milliards, en tous les cas, qui veulent investir leur nouveau chancelier. La question des conditionnalités, moi j'entends très souvent ici sur ce plateau, avec des gens qui disent mais il faudrait quand même qu'il y ait des contreparties en termes d'emploi, des contreparties en termes de recherche, en termes de durée, et puis qu'il faudrait une évaluation. Parce qu'en fait, vous-même, tout à l'heure, vous avez dit il n'y a pas vraiment d'évaluation. Alors, là, il y a toujours une contrepartie. Mais il y en a une, et elle est précise, c'est pour le crédit impôt recherche, de la recherche et du développement qui se passe en France. Oui, mais le monde recherche est très large, parce qu'on connaît beaucoup d'abus. Hein, vous savez autant que moi qu'il y a des abus. Il y a 1000 vérifications par an sur 15 000 bénéficiaires, donc c'est vérifié. C'est suivi, il y a des rapports de l'Inspection générale des finances, de la Cour des comptes, et dans le débat, peut-être que je n'ai pas été clair que j'ai eu au Sénat à l'instant, évidemment c'est évalué. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé à Bercy, j'ai souhaité regarder qu'est-ce que les équipes de Bercy, mais aussi de la Cour des comptes, pensaient du crédit impôt recherche, et il a été validé, il a été légèrement recentré par le Parlement l'année dernière, mais tout le monde considère que c'est un outil extrêmement utile. Donc vous dites, la conditionnalité des aides aux entreprises, elle existe. Elle existe et elle est suivie et elle est vérifiée. D'accord. Donc pas de changement pour vous, ça ne mérite aucun changement. Mais on peut sûrement améliorer le dispositif. Le crédit impôt recherche a fait l'objet de beaucoup d'évaluations récemment et pour moi il est validé. De même qu'un mécanisme extrêmement porteur d'avenir qui est France 2030. Et là, c'est des nouvelles activités. Mais quand la Cour des comptes a été assez sévère sur France 2030. Oui, alors, je le suis moi-même. Oui. Il y a des très beaux succès dans le développement de l'ordinateur quantique, de l'intelligence artificielle qui s'est développée grâce aux travaux qui ont été faits dans le cadre de France 2030 et on a des très belles pépites qui sont en train d'émerger. Est-ce que vous trouvez, vous, Éric Lombard, est-ce que vous trouvez quand même que les entreprises françaises sont un tout petit peu trop dopées aux aides, justement, ou c'est le système qui fait ça parce qu'il y a une forme ça crée une dépendance avec l'État qui est peut-être à terme malsaine, enfin, surtout dans l'économie d'aujourd'hui? J'ai plutôt un avis contraire. Je trouve qu'en Europe, les entreprises ont deux difficultés dans la concurrence internationale, des charges plus élevées et un environnement plus complexe. Et le travail que nous engageons en France depuis plusieurs années et que l'Europe maintenant va reprendre, et ça c'est très positif, c'est un objectif de simplification, de compétitivité. Et l'arrivée d'une nouvelle coalition en Allemagne qui est exactement sur notre ligne va nous aider à faire avancer l'Europe dans cette direction. Autre dossier avant de revenir sur l'attractivité et puis sur Choose France, ArcelorMittal, que peut faire le gouvernement? Parce que on a entendu le président de la République qui a dit pas de nationalisation, mais qu'il allait sauver Dunkerque. Et faux, sachant que le groupe sidérurgique a annoncé 600 suppressions d'emplois
est-ce que vous pensez que... là, tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir qu'ArcelorMittal a dit qu'il réaffirmait son intention d'investir dans la décarbonation du site pour 1,2 milliard, mais à condition de signer avec l'Europe un contrat justement sur la protection vis-à-vis de l'importation de sidérurgie venant de l'extérieur de l'Union européenne et vis-à-vis sur un contrat d'électricité. Est-ce que si jamais ArcelorMittal ne signe pas ce contrat ou n'obtient pas ce qu'elle veut avec l'Union européenne, qu'est-ce qui va se passer? Je vais reprendre le sujet dans son ensemble, si vous le permettez. L'acier, comme l'aluminium, comme l'automobile, fait l'objet des taxations de l'administration Trump, 25%. Oui, bien sûr. Fait l'objet d'une concurrence absolument exacerbée, notamment de l'Asie, à des conditions subventionnées. Donc la première étape pour l'ensemble des sidérurgistes européens, et notamment ThyssenKrupp en Allemagne et d'autres sidérurgistes, c'est de protéger le marché européen, parce que sinon, il n'y a pas de viabilité économique. Ensuite, cela doit être fait, et on y travaille avec le ministre Marc Ferracci à Bruxelles. Nous devons donner les conditions en termes de fourniture d'énergie, et c'est le mandat qui a été donné au nouveau patron d'EDF, de travailler avec les industries qui sont électro-intensives, comme on dit, de façon à avoir des contrats de long terme. Pourquoi est-ce que nous faisons notre programme de développement nucléaire avec les 6 EPR? C'est pour avoir en matière d'énergie des prix compétitifs. Et sur cette base, ArcelorMittal, effectivement, a dit qu'ils étaient prêts, et c'est ce que nous souhaitons, à garder les 2 sites de Dunkerque et de Fos-sur-Mer et à les électrifier, parce qu'on en a besoin en termes de concurrence et en termes de décarbonation. Mais donc, en fait, ça dépend en partie de la France, mais ça dépend surtout de l'Europe. Et en plus, les délais sont extrêmement courts. Je crois que ça doit être signé avant 2026. Ça dépend d'une action commune, mais sur laquelle l'Europe est tout à fait d'accord avec cela, et ça fait partie des 3 secteurs prioritaires que l'Europe a mis en avant, avec l'automobile, avec la chimie et avec l'acier, sur lequel nous avons besoin de protection et d'une action européenne pour protéger nos industries. Et ça sera fait dans le temps imparti, c'est-à-dire donc d'ici la fin de l'année. On fera. Et est-ce que vous avez un plan B si jamais ce n'est pas le cas? Mais il n'y a pas de plan B à l'existence d'une sidérurgie européenne indépendante. C'est un impératif stratégique. Donc il faut, pour l'autonomie européenne, et vous avez bien vu que, vous savez mieux que personne, que dans le débat actuel, il y a la compétitivité, mais il y a aussi la souveraineté. Nous devons, en Europe, avoir nos outils de souveraineté, et l'acier, c'est évidemment un outil de souveraineté. Donc, de ce côté-là, on est tout à fait aligné avec la direction générale d'ArcelorMittal. Nous œuvrons dans le même sens. Et ce n'est pas une question de qui est propriétaire d'ArcelorMittal. Nous devons faire cela, quel que soit le propriétaire. Donc, vous n'avez aucune inquiétude, pour être clair, Éric Lombard? Depuis que j'ai eu l'honneur d'être nommé à ma responsabilité, on a affronté un certain nombre de sujets difficiles et qui demandent d'être combatifs. Mais il faut que nous réussissions, donc nous allons réussir. Oui. Et vous excluez, vous aussi, la nationalisation? Même partielle, parce que Bruno Le Maire a dit partiellement, c'est tout à fait faisable. Mais pas partiellement, je veux dire, limité dans le temps. C'est un outil qui existe, mais qui ne remplace pas une politique industrielle. Et là, le problème d'ArcelorMittal, c'est pas qui est propriétaire de l'entreprise, parce que les Mittal qui dirigent l'entreprise, qui en sont les principaux actionnaires, ils ont le même objectif que nous. Il faut qu'on ait les conditions économiques pour lesquelles ça fonctionne. Parce que si les conditions économiques ne sont pas réunies, on va acheter quelque chose qui va être perdant. Ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Donc, je vois que vous n'excluez pas la nationalisation. Enfin, vous dites pas non. Mais dans le cas présent, c'est franchement pas le sujet. Si on regarde l'attractivité de la France, justement, parce que vous êtes ministre de la souveraineté industrielle aussi, l'attractivité, est-ce que quelque part, c'est pas incompatible? Est-ce que c'est pas incompatible? L'attractivité et la souveraineté? Parce que pour être très attractif, il faut faire venir des Chinois, des Américains, sur son propre territoire. Donc, peut être contradictoire avec la souveraineté. Alors, il me semble que ça va ensemble. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on recevait à Bercy un comité de haut niveau, il s'appelle comme ça, avec le vice-premier ministre chinois, notamment sur le cognac, Monsieur He Lifeng, qui a un rôle tout à fait important dans le gouvernement chinois et qui est le responsable de toute l'activité économique. Et je lui ai dit, mais investissez en Europe. On le fait dans le domaine des batteries. Et donc, on a besoin d'investissement. Ça nous permet d'ailleurs... Oui, mais vous le faites dans la voiture chinoise, la voiture électrique, on le fait dans les panneaux photovoltaïques. Vous voyez, je veux dire, c'est qu'il y a un moment où c'est contradictoire. Alors, ce n'est pas contradictoire. Nous avons des domaines d'excellence, on en a beaucoup.
dans l'aviation, dans le spatial, dans le militaire. Je ne vais pas citer tous nos domaines d'excellence. On a des domaines où il faut admettre que les Chinois, à force d'investissement, de recherche, sont technologiquement plus avancés que nous, typiquement les panneaux solaires. Et bien dans ces cas-là, plutôt qu'importer des objets fabriqués en Chine, je préfère que les Chinois investissent aux côtés d'investisseurs français et qu'on ait des productions locales et qu'en plus, du coup, on puisse récupérer les technologies sur lesquelles nous n'avons pas suffisamment développé alors les est-ce que choses. donc c'est le cas dans les batteries et dans la voiture électrique? Absolument. En tout cas, c'est le cas dans les batteries et pourquoi pas dans la voiture électrique. Surtout que maintenant, les constructeurs européens qui avaient pris du retard ont rattrapé ce retard par rapport aux fabricants chinois. Et donc, simplement, il faut que les conditions de concurrence soient des conditions qui soient équitables. Raison pour laquelle nous avons ce débat avec nos amis chinois, c'est que l'Union européenne a considéré que les conditions de concurrence n'étaient pas équitables, et c'est un des objets du débat dans lequel le cognac a été quelque part pris dans cette bataille qui ne le concernait pas. Oui, et le résultat sur le cognac, c'est pour quand? On en a parlé puisque Ce matin, nos relations avec mais donc pour l'instant, ça n'évolue pas. Il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord trouvé. D'évoquer les sujets, y compris qui fâchent. Donc j'ai été extrêmement précis et clair avec le vice-premier ministre sur le fait que c'était un sujet extrêmement important pour la France et que c'est un sujet français. C'est pas un sujet qui concerne l'Union européenne dans son ensemble, parce que le cognac n'est fait que chez nous. Nous ne nous sommes pas mis d'accord. Nous allons continuer à dialoguer. C'est un sujet important pour nous. Je ne l'ai pas caché. Oui. Et sur les voitures électriques, vous en avez parlé aussi ce matin? C'est un sujet qui relève de l'Union européenne et sur lequel les enquêtes sont en cours et donc la procédure se poursuit. Si on revient justement un mot quand même, on en a beaucoup parlé aujourd'hui sur BFM Business, sur l'attractivité de la France avec ce baromètre EY qui montre quand même que la France limite la casse, fait de la résistance, avec quelques bémols, notamment en termes de création d'emplois, parce qu'en fait, nous, on crée des extensions et non pas des créations d'usines. Ça crée donc moins d'emplois, beaucoup moins qu'en Espagne, on ne crée que 30 emplois. Et il y a un point quand même noir qui revient, c'est l'instabilité fiscale française. Est-ce que vous trouvez que c'est un procès injuste que vous font les investisseurs internationaux ? Oui, c'est un procès injuste et je veux d'ailleurs, à l'occasion de Choose France, et grâce à vous, les convaincre que ça n'est pas le cas. L'impôt sur les sociétés en France a baissé. Il y a eu une contribution exceptionnelle une année qui ne sera pas reproduite. Les charges ont baissé. Les prélèvements obligatoires ont baissé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont revenus au niveau où ils étaient en 2012. Et le président de la République a proposé que nous réfléchissions à une autre façon de financer notre modèle social qui pourrait se traduire en fonction de ce que les partenaires sociaux proposeront par un allègement des charges des entreprises. En tout cas, moi, je l'appelle de mes voeux pour que nous soyons encore plus compétitifs. Donc, l'attractivité française, elle existe. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'usines se créent. Alors, comme la compétition est très forte... Il n'y a pas beaucoup d'usines qui se créent, je ne sais pas où vous les voyez, Éric Lombard, pardonnez-moi. Une centaine de projets par rapport à 40 années où on acceptait la désindustrialisation. Il y a ces usines, on a parlé des usines de batteries, il y a des usines dans beaucoup de domaines. Il n'y en a pas assez, mais nous devons convaincre les investisseurs de l'attractivité française et on verra lundi qu'ils sont présents. J'ai évoqué tout à l'heure rapidement le sommet sur l'intelligence artificielle, 109 milliards d'euros d'investissement engagés pour les industries de demain. Et là, il y aura combien là ? Donc, c'est une... À Choose France. À Choose France. Ça doit être, paraît-il, un Choose France ambitieux qui devrait être plus important. La dernière fois, c'était 15 milliards, donc là, ça sera... Tout cela sera dévoilé lundi. Oui, mais quand même, est-ce que ça sera... dévoilé lundi, et j'espère que ce sera important. Mais surtout, moi, c'est le mouvement dans la continuité d'entreprises dont je souhaite qu'elles choisissent la France, qu'elles investissent en France, puisque nous avons des talents, nous avons des infrastructures et nous avons précisément une stabilité qui doit être mise en avant. Parce que est-ce que vous pensez que lundi, vous allez dépasser l'objectif des 15 milliards ? Je n'en ai aucune idée, pour dire le vrai, puisque... Parce que c'est Emmanuel Macron qui doit faire l'annonce. Donc vous n'allez pas marcher sur les plates-bandes de votre président. Il n'en demeure pas moins que... Est-ce que vous êtes optimiste ? On parlait de stabilité fiscale. Regardez les États-Unis où les importations européennes sont taxées pour 50 milliards de dollars. On parle maintenant d'augmenter l'impôt sur le revenu. On parle d'augmenter des impôts qui avaient été baissés. Donc
la stabilité fiscale, elle est en France, elle n'est pas aux États-Unis. Oui, enfin, en tout cas, chaque fois, nous, on doit commenter une nouvelle possibilité, l'abattement des 10%. Enfin, chaque jour, il y a de nouveaux, il y a une espèce de boîte de Pandore avec des idées fiscales qui sortent. C'est ça qu'on peut appeler l'instabilité fiscale aussi. Et puis, cette crainte, quand même, d'avoir à financer le déficit de la France. Notre ligne, l'engagement qu'on a pris avec le Premier ministre, c'est de stabiliser les dépenses publiques. Et si on stabilise la dépense publique, qui chaque année augmente de 2, 3, 4%, on a fait l'essentiel de l'exercice qui nous permet de réduire le déficit, d'arriver aux 3% qui sont notre cible, et à piloter notre dette. Parce que notre problème, vous savez bien que c'est la dette. Et un des risques par rapport à notre attractivité, c'est bien cette maîtrise des finances publiques, raison pour laquelle c'est tout à fait essentiel dans notre politique d'attractivité. Oui, donc pour vous maintenez cette ligne, on verra si c'est peut-être un petit peu compliqué. En tout cas, c'est bien ce qu'on dit aux élus, et les élus de la majorité qui nous soutiennent sont très attentifs à cela. Après, il faudra effectivement élargir... Est-ce qu'il y aura un ou deux gros investissements majeurs, un gros investissement qui va être annoncé sur Tous France? Oui. Bien, rendez-vous lundi. Oui, bon. On n'en saura pas plus, désolé. Est-ce que sur le budget, les économies, il y a beaucoup d'interrogations. Vous cherchez des économies partout, et notamment, on voit bien que le gros blot, c'est la question de la TVA sociale. Est-ce que pour vous, c'est une fausse bonne idée ou pas? Parce que le président de la République a entrouvert une porte en disant qu'il fallait changer le financement de la protection sociale, qui ne pouvait pas uniquement se financer par les salariés, par le travail. Quelle est votre position à vous? Alors, personne, ni le président de la République, ni le gouvernement, n'a parlé de TVA sociale. Non, on est d'accord, il a entrouvert la porte. Oui. Le président de la République a demandé au gouvernement d'organiser un débat, mais un débat qui va concerner les partenaires sociaux d'abord, sur une façon de modifier le financement de notre modèle social, qui est un modèle qui est essentiel, auquel nous sommes tous attachés, mais qui est coûteux. Une fois qu'on le fait évoluer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement, c'est l'occasion d'alléger les charges qui pèsent et sur les entreprises et sur les salaires. C'est-à-dire que ça peut être aussi une façon de redonner du pouvoir d'achat, notamment aux bas salaires, et que donc il faut trouver un financement alternatif. Je préfère, vous m'avez dit tout à l'heure, vous avez évoqué par exemple les 10% qui n'ont été évoqués par aucun ministre du gouvernement. C'est une idée qui a été évoquée, qui a été diffusée, mais qui n'a pas été reprise par le gouvernement. Gilbert Sette, pour ne pas citer le président du corps, oui. Et c'est... La politique, mais vous là-dessus, revenons là-dessus. C'est quoi votre position? C'est que vous êtes plutôt à gauche. C'est quoi votre position, Éric Lombard? Est-ce que la TVA sociale, vous dites, niet, c'est pas possible pour moi? Ma position depuis le début de cette préparation de la loi de finances pour 2026, c'est de laisser le débat se développer entre les partenaires sociaux, entre les partenaires politiques, pour voir quel est l'équilibre politique. À titre personnel. Mais à titre personnel, je suis convaincu que ce qui émanera du dialogue entre les partenaires sociaux sera la bonne solution. En fait, effectivement, vous vous rappelez que je suis social-démocrate, je le revendique, et donc je fais confiance aux partenaires sociaux pour trouver les bonnes solutions, et je ne vais pas, moi, leur dire c'est ça la bonne idée, c'est ça. Vous l'avez déjà dit, donc il fallait rester, enfin, en tous les cas, le Premier ministre, donc bon. Qu'il fallait rester, en tous les cas, dans un schéma où on retrouve l'équilibre de la réforme des retraites telle qu'elle existe. Non, mais donc il y a déjà beaucoup de restrictions par rapport à l'annonce de départ. Donc une de plus, une de moins. Nous avons la responsabilité de rétablir nos finances publiques. C'est une responsabilité qui pèse sur... Donc pardonnez-moi, là, sur la question justement de ce financement de la protection sociale, qu'est-ce qu'il y a comme autre possibilité à ce moment-là? Si ce n'est pas la TVA sociale, il y a quoi d'autre? L'imagination est très grande et je ne vais pas faire la liste des possibles, mais je suis sûr que des économistes vont le faire. Et vous, le ministre de l'économie, vous n'avez pas une idée? Non, moi, je n'ai pas d'idée. Vous savez, je m'occupe de négociations avec les Américains, avec les Chinois. Si, à ce moment-là, on va revenir sur le budget. D'abord, est-ce que vous êtes pour, vous avez une idée, pour ou contre un référendum sur les finances publiques? Ce que le Premier ministre a dit et que je partage, c'est que c'est un grand sujet qui regarde l'ensemble de la nation. Parce que on souhaite tous maintenir notre modèle social, on souhaite tous avoir un État présent, notamment dans son côté régalien, la défense, la sécurité. Les collectivités locales font un travail indispensable et remarquable. Mais en même temps, il faut réduire le déficit. Et donc, nous travaillons avec l'ensemble des partenaires sur toutes ces dimensions.
Par exemple, sur les collectivités locales, le 6 mai, avec le Premier ministre, avec François Rebsamen, le ministre en charge, avec l'ensemble des associations d'élus, nous avons noué un dialogue pour que cette réduction du déficit, on puisse y associer les collectivités locales. Et c'est ça le cadre que nous donnons et que nous allons déployer dans les mois qui viennent, jusqu'au moment où le Premier ministre rendra ses arbitrages. Mais donc vous êtes plutôt, vous voyez la logique d'un référendum sur les finances publiques, même si c'est pas du ressort ni du Premier ministre, ni ça ne rentre pas forcément dans l'article 11. Et en tout cas pas du ressort du ministre de l'économie et des finances. Il me semble que si on voit les voies et moyens d'arriver à une solution, avec l'ensemble des parties prenantes, c'est sans doute la meilleure solution. Alors Éric Lombard, on a écouté... Mais l'idée de consulter les Français, c'est toujours une bonne idée. Et donc, encore une fois, c'est au président de la République d'en décider. C'est en tout cas un sujet important. Il a dit non sur les retraites. Ça aurait pu être quand même un bon sujet, parce que ça, pour le coup, ça concerne tous les Français. Sur les retraites, la mission a été donnée à ce qu'on appelle le conclave, c'est-à-dire aux partenaires sociaux, avec les syndicats de salariés. Certains partenaires sociaux. Certains n'ont pas souhaité participer à ce débat. Ils sont bienvenus. Enfin, après, ils s'arrangent entre eux pour revenir. Et donc, dès lors que ce mandat a été donné avec mission de retrouver l'équilibre, on ne va pas leur enlever le tapis sous le pied en disant on va faire un référendum. On peut dire à terme. Donc, je trouve évidemment que le président de la République, ça vous surprendra, a raison. Le président de la République a dit, tiens, à propos justement des économies à trouver, des 40 milliards d'économies, il a dit, écoutez, moi, je ne sais pas, je vois... Comme nous, on ne voit rien venir sur les 40 milliards d'économies, sur le plan. Il est dit, j'attends. Donc nous, on attend. Puisque vous êtes devant nous, est-ce que vous pouvez déjà nous préciser, alors pas l'ensemble évidemment, mais est-ce que vous avez déjà des pistes sur les économies faisables ? Alors, je veux rassurer sur ce montant... Rassurer le président, parce que visiblement, il attend. Et rassurer le président, mais le président n'est pas inquiet. Sur ce montant de 40 milliards qui est issu du rapport... sur l'atterrissage des finances publiques que nous avons présenté à ce moment-là, il y a quelques semaines, devant le Parlement. Oui. C'est un écart par rapport à une tendance qui était celle des dernières années. Et précisément, ce que nous voulons faire, c'est de modifier cette tendance pour stabiliser les dépenses publiques. Et si je vous le présente de façon différente, l'année dernière, on a dépensé près de 1 700 milliards d'euros sur les 3 grandes catégories d'action publique, la sécurité sociale, les collectivités locales et l'État. Il me semble qu'en restant dans un montant de ce niveau-là, on doit pouvoir à la fois maintenir les actions de l'État sans que les Français se sentent dépossédés d'un droit, d'une couverture, d'une protection. Et donc, ça ne va pas être des choses que nous allons enlever aux Français, ça va être de la meilleure gestion, de la gestion plus rigoureuse, de la stabilisation des engagements. Et avec cela, comme on l'a fait sur les prélèvements obligatoires qui ont été, alors eux qui ont baissé, mais la stabilisation me paraît tout à fait nécessaire au niveau... On est à 57% de dépenses publiques sur la richesse nationale. 57%. C'est beaucoup. C'est un montant. Mais est-ce que 40 milliards, c'est pas... Vous l'avez annoncé chez dans le studio d'en face, chez nos confrères de BFM TV. Est-ce que c'est d'abord 30 milliards? Non, vous restez campé sur vos 40 milliards d'économies. Vous pensez que dans 2 mois, vous pourrez nous présenter un plan? Il faut que l'année prochaine, on soit à un niveau de déficit de 4,6%, sachant que l'objectif pour cette année, c'est 5,4%. C'est ça notre objectif, pour qu'on réduise le déficit, encore une fois, pour réduire la dette. C'est ça notre objectif. Donc, est-ce que... On se dit même que vous avez été nommé à Bercy pour ça, avec votre proximité avec les socialistes, notamment Olivier Faure. Est-ce qu'on ne va pas revivre le même psychodrame le 9 juin prochain, avec donc le spectre de la dissolution rendu possible? Est-ce que vous... c'est là où est-ce que vous redoutez un tout petit peu cette période-là? Non, je ne redoute pas cette période, parce que ce n'est pas une question de personne, ni sur... Ça a aidé. On voit bien que les liens que vous avez, ont aidé. Ce qui a aidé, je pense, c'est la méthode, parce que nous sommes des responsables politiques assez concentrés sur nos missions, sur nos mandats et puis sur nos convictions. Il me semble que nous avons la même capacité à trouver un accord pour la nation, pour le pays, sur lequel la majorité retrouve ses objectifs qui sont les miens, qui sont des objectifs de compétitivité, de souveraineté, d'attractivité, mais avec une dimension qui permette au Parti socialiste. Mais on n'a pas travaillé qu'avec le Parti socialiste. Moi, j'avais invité au dialogue de Bercy tous les partis. Et nous avons dialogué avec les Verts, avec le Parti communiste, avec le groupe Lyot, avec le Rassemblement national qui est venu.
avec la France Insoumise, qui n'a pas voulu venir, mais que je vais malgré tout réinviter. Alors, donc, vous allez refaire la même méthode, même si... On l'a fait dans la construction déjà de ce budget, puisqu'on dialogue dans tous les domaines avec les parties prenantes. Et ensuite, on va dialoguer avec les partis politiques pour arriver à un accord. Et la période particulière que nous vivons, me semble-t-il, pourrait, mais chacun se déterminera. Éric Lombard, encore deux questions. Juste sur ce point-là, on voit que, en tout cas, il y en a qui jouent moyennement le jeu. Visiblement, c'est une revue des ministères. J'explique à nos auditeurs et téléspectateurs, revue des ministères. Vous l'avez demandé, c'est simple, construisez-moi votre budget, mais en repartant un peu de zéro, histoire de voir si on ne peut pas gratter ici ou là. Visiblement, ce qui vous est remonté, il n'y a pas grand-chose. Ils n'ont pas tellement joué le jeu, les médias. Il n'y a pas beaucoup d'économies potentielles. Eh bien, est-ce que vous tapez du poing sur la table ce soir en disant là ça va pas, il va falloir qu'on reprenne tout? Il y a des ministères qui ont des lois de programmation pour des raisons de souveraineté. D'abord la loi de programmation militaire, qui non seulement est sanctuarisée, mais est rendue encore plus nécessaire par l'effort qu'on doit faire pour la paix, mais aussi une loi de programmation au ministère de la Justice, une loi de programmation au ministère de l'Intérieur. Les autres? Et les autres devront contribuer à l'effort et nous y travaillons en ce moment avec eux. Et, effectivement, ils n'ont pas joué le jeu. Mais si, bien sûr que si, tout le monde va jouer le jeu. Oui, pas suffisamment. Mais si. Alors un mot quand même sur vous êtes déjà sur les opérateurs d'État. Alors je ne sais pas si vous avez vu qu'Amélie de Montchalin, qui était elle aussi au Sénat, la ministre des Comptes Publics, elle a été sérieusement bousculée devant une commission d'enquête sur sa volonté de fusionner ou de supprimer un tiers des opérateurs de l'État. On lui a dit, attendez, tout ça est très flou, on voit pas très bien. Elle veut trouver 2 à 3 milliards d'économies. Est-ce que c'est des fusions, des suspensions, des suppressions? Comment est-ce que vous voyez les choses? Déjà cette année, on a demandé aux opérateurs de faire des efforts extrêmement importants d'efficacité avec des budgets qui sont en réduction. Et ces opérateurs, ils ont tous un rôle et une utilité. Mais simplement, effectivement, on peut avoir, dans certains cas, mais je ne veux pas être précis tant qu'on n'a pas pris les décisions effectives, des opérateurs qui ont des missions parallèles et sur lesquelles ils pourraient le faire plus efficacement. Mais quand est-ce que vous aurez des précisions? Eh bien, ce sont des décisions qui seront prises entre le début de l'été et la présentation du projet de loi de finances en septembre. Donc, les téléspectateurs n'auront pas beaucoup à attendre. Juste un mot sur la croissance. Vous êtes exprimé ce matin en disant on s'en sort bien, je vous cite Éric Lombard, avec 0,1% de croissance. 0,1% de croissance, c'est difficile de dire qu'on s'en sort bien, non? On peut espérer que la France a une croissance un peu plus forte, notamment pour créer de l'emploi et ne pas repartir dans une spirale du chômage, non? Je refais le film, si vous me permettez cette expression. En février, on n'avait pas de budget, on n'avait pas de gouvernement allemand, on avait une commission européenne qui était en train de s'installer et on avait un président américain qui avait décidé d'augmenter les droits de douane de façon stratosphérique, avec en conséquence l'industrie chinoise qui voulait vendre en Europe ce qu'elle ne vendait pas aux États-Unis. Donc, convenait que la situation économique était compliquée. Et dans cette situation compliquée, moi, je trouve que l'industrie et l'économie française réagit remarquablement. Et moi, je veux saluer les entrepreneurs, les patronnes et les patrons d'entreprise qui continuent à investir, à embaucher. Évidemment que j'aurais préféré que la croissance soit plus élevée. Mais une croissance positive dans cet environnement, je rappelle que l'Allemagne est en récession depuis 2 ans. Mais ils mettent 500 milliards sur la table. Les États-Unis d'Amérique étaient en récession au premier trimestre, première économie du monde. Donc oui, nous résistons dans un environnement compliqué. Moi, ce que j'espère, c'est 2 choses. On va régler le problème avec les Américains, on va trouver un accord avec les Chinois. Surtout, la Commission européenne va travailler plus activement pour l'attractivité européenne. Nous allons préparer un budget qui va soutenir l'entreprise, ce qui va nous permettre de repartir. Donc vous maintenez les 0,7. Tiens, juste, on apprend à l'instant, BYD, justement, on parlait des voitures électriques chinoises, vient d'annoncer la création d'une usine, d'un centre de recherche, mais c'est pas en France, c'est en Hongrie. 2000 postes, dommage, non? C'est en Europe. Oui, mais pas en France. C'est à nous de continuer à travailler avec les Chinois, comme je l'ai fait, encore une fois, pendant le début de la journée. Et l'accueil du vice-premier ministre était tout à fait positif sur ces idées. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Éric Lombard, même si on a encore beaucoup de questions, mais il est temps de rendre l'antenne. Merci beaucoup. Le ministre de l'économie et des finances était donc sur BFM Business. Tout de suite, on retrouve Thomas Asportas et ses experts. La grande interview sur BFM Business.